Il pensait qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Elle croyait qu'il l'oublierait dès la fin de la partie. Mais après avoir perdu contre elle devant l'élite de Boston, Nathan Carter, fils de milliardaire et prodige des échecs, ne pouvait plus la chasser de son esprit. Qui était Emily Brooks? Comment l'avait-elle battue comme si elle avait étudié son âme? Ce qui commença comme une défaite humiliante se transforma en une obsession, une quête et une connexion qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Mais la véritable surprise, il ne s'agissait pas seulement d'échecs. Il s'agissait de tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il lui manquait. Continuez à regarder. Le coup final changera tout. C'était un jeudi soir frais à Boston et le Black Oak Chess Club brillait comme une cathédrale de l'intellect derrière ses fenêtres en vitrail arqué. À l'intérieur, un jazz doux jouait sous les lustres et l'air embaumait le bois de cèdre et le whisky vieilli. Ce n'était pas un lieu pour les passants occasionnels. L'adhésion était exclusive, les conversations parsemées de latin et le jeu d'échecs sacré parmi l'élite, juges, professeurs et magnats de start-up. Un nom régnait au-dessus de tous. Nathan Carter. À 27 ans, Nathan n'était plus qu'un champion du club ayant remporté 8 titres. Il était le fils du milliardaire de la tech Ethan Carter, un prodige du MIT, et l'homme que tout le monde aimait détester mais n'osait jamais défier. Avec des cheveux parfaitement coiffés, un costume bleu marine sur mesure et une montre valant plus que le salaire annuel de la plupart des membres, Nathan jouait avec une arrogance méritée. Ses matchs étaient rapides, impitoyables, chirurgicaux. Les adversaires entraient avec fierté et repartaient en proie à une angoisse existentielle. Ce soir-là, Nathan venait d'humilier un avocat d'entreprise en 18 coups lorsqu'un événement totalement étranger troubla l'atmosphère. Les portes d'entrée grincèrent. Les têtes se tournèrent. Un silence se propagea dans la salle tandis qu'Emily Brooks poussait un chariot de ménage abîmé sur le sol de marbre poli. Son uniforme était délavé, ses baskets blanches éraflées, quelques mèches de ses cheveux bruns s'échappaient d'une queue de cheval désordonnée. Elle semblait fatiguée, pas négligée, juste réelle. Elle n'avait pas sa place ici, et elle le savait. Elle n'était pas censée entrer dans le club avant minuit pour nettoyer, et pourtant, la voilà, calme, silencieuse, passant devant le bureau de réception, les tables murmurantes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant l'échiquier de Nathan. Il leva les yeux de son verre de bourbon, un sourcil légèrement haussé. « Vous êtes perdu? » demanda Vivien, la réceptionniste du club d'un ton sec. Emily ne répondit pas. Elle fixa l'échiquier, ses yeux balayant les pièces, non comme une étrangère au jeu, mais comme quelqu'un lisant une langue qu'elle connaissait autrefois par cœur. Nathan se pencha en arrière, curieux. « Vous jouez? » demanda-t-il, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Emily cligna des yeux lentement, puis hocha la tête. « J'y jouais avant. » Quelques rires fusèrent des spectateurs. Nathan esquissa un sourire. « Une partie? Juste pour le plaisir? » Emily jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai 20 minutes avant que le sol ne soit sec. » Les rires s'amplifièrent. Nathan désigna le siège vide. « Voyons ce que vous avez. » Elle s'assit, sans hésitation, sans nervosité, mais avec une précision silencieuse. Elle réinitialisa l'échiquier, ses doigts bougeant comme si elle l'avait fait 1000 fois. Nathan lui offrit les pièces blanches. Elle secoua la tête. « Les noirs, ça ira. » Il haussa un sourcil. « Audacieux! » La partie commença. Au début, Nathan joua avec elle, posant des pièges familiers, bougeant avec le rythme confiant qu'il avait perfectionné au fil des ans. Mais dès le 5e coup, l'atmosphère changea. Elle ne réagissait pas, elle guidait. Chaque réponse qu'elle donnait perturbait son tempo. Ses pièges s'évaporaient, son rythme se brisait. Elle jouait non seulement avec de la connaissance, mais avec de la mémoire, comme si elle avait déjà joué cette partie exacte. Au 10e coup, Nathan transpirait.
Au 15e, la salle était silencieuse. Au 26e, son roi était acculé. Échec et mat. Nathan fixa l'échiquier, les pièces floues. Il n'avait pas seulement perdu, il avait été surclassé par une femme de ménage. Emily se leva calmement, lui fit un signe de tête et commença à réinitialiser l'échiquier. « Merci pour la partie, Monsieur Carter, » dit-elle, la voix stable. « Je dois retourner au travail. » « Cochon !» Elle se tourna, poussa son chariot dans le couloir de marbre et disparut dans l'ombre. La salle resta silencieuse. Nathan ne bougea pas. Son cerveau s'emballa. Qui était-elle? Ce n'était pas de la chance de débutant, c'était de la maîtrise. Mais son nom n'apparaissait sur aucune liste de tournoi. Elle n'était pas membre. Elle n'était même pas censée être là. Qui diable était-ce? Murmura quelqu'un. Nathan ne répondit pas. Il marcha lentement vers le bar, se versa un autre verre. Sa main tremblait légèrement. Ce n'était pas seulement la défaite, c'était la manière dont elle l'avait battue. Froide, nette, sans drame, juste une fille, avec des taches de javel sur les manches, qui jouait comme si elle voyait l'échiquier 5 coups à l'avance. Il sortit son téléphone et tenta de la trouver. Aucun résultat, aucun dossier, aucun réseau social lié aux échecs sous ce nom. Elle avait simplement disparu. Mais une chose était claire, il devait la retrouver. Pas seulement pour prendre sa revanche sur l'échiquier, mais parce que quelque chose en elle, quelque chose derrière ses yeux calmes, le secouait. Pour la première fois depuis des années, Nathan Carter se sentait comme celui qui était étudié. Nathan se réveilla le lendemain matin avec un bourdonnement dans le crâne qui n'avait rien à voir avec le bourbon qu'il avait avalé après la défaite. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta tous les résultats des tournois de Nouvelle-Angleterre des 10 dernières années. Aucune Emily Brooks en vue. Il vérifia les classements d'échecs américains, les listes des clubs universitaires, même les archives scolaires des collèges. Rien. Soit elle avait joué sous un autre nom, soit elle avait disparu bien avant que les archives numériques n'importent. Cette absence semblait intentionnelle, comme si elle s'était enterrée exprès. Nathan se disait que cette recherche était une question de fierté, mais chaque fois que ses yeux calmes lui revenaient en mémoire, il ressentait quelque chose de moins net, une curiosité qui brûlait plus fort que l'embarras. 3 soirs plus tard, une bruine balayait Beacon Hill, rendant les trottoirs de briques glissants et noirs. Nathan était assis dans la bibliothèque du club, entouré de manuels d'ouverture poussiéreux, mais il ne pouvait pas se concentrer. Chaque nouvelle page lui rappelait la joueuse dont le style ne pouvait être anticipé par aucun livre. À 21 heures, il abandonna, ferma son ordinateur, attrapa son manteau et sortit sous la pluie sans parapluie. Il marcha sans but, traversant Boston Common, le vent humide soulevant le col de son costume. Près de Tremont Street, il entendit le claquement discret de pièces en bois. Le son venait d'une alcôve en pierre peu profonde où 2 hommes sans abri s'abritaient souvent. Mais ce soir-là, une petite foule s'était rassemblée sous l'arche. Il s'approcha. Emily était là, non en uniforme, mais dans une veste verte délavée, trop légère pour le temps. Elle était assise en tailleur sur une caisse de lait, face à un vétéran plus âgé avec une barbe et des mains tremblantes. L'échiquier reposait sur un seau retourné, les pièces ébréchées et dépareillées, mais Emily les traitait comme si elles étaient en ébène et en ivoire sculpté. Elle parlait doucement, expliquant pourquoi le poussé de pion de l'homme ouvrait une diagonale fatale, puis suggérait une alternative. Le vétéran hocha la tête, reconnaissant. Nathan réalisa qu'elle ne le battait pas. Elle lui apprenait à survivre. L'eau de pluie goûtait des poignets de Nathan alors qu'il s'avançait. D'abord, il voulut se présenter, mais le vétéran le vit et sourit. « T'es le gosse riche qu'elle a écrasé, pas vrai? » La petite foule rit, de bonne humeur. Nathan parvint à sourire.
Emily leva les yeux, surprise mais pas décontenancée. 20 minutes, ce n'est pas une vie entière, dit-elle, faisant écho à leur première conversation. Le vétéran céda sa caisse pour qu'il puisse jouer. Nathan s'assit en face d'elle sur un banc de parc cassé. Ici, aucun spectateur ne comprenait l'ampleur de sa réputation au Black Oak. Il voyait juste deux jeunes adultes sous une arche qui fuyait. Pourtant, Nathan se sentait plus exposé que dans n'importe quelle salle de tournoi. Il tenta une ouverture hyper moderne, quelque chose d'agressif, mais Emily guida la partie vers des eaux calmes, échangeant les dames tôt, sans feu d'artifice tactique. Il n'avait aucune ombre où se cacher, et après 40 coups, il proposa une nulle. Elle accepta sans se vanter et remit les pièces en place. Ils jouèrent encore. À la troisième partie, la pluie s'était arrêtée et la foule s'était dispersée jusqu'à ce que seuls les lampadaires les observent. Emily ferma l'échiquier, le glissa sous son bras, fit un signe au vétéran et s'éloigna vers Charles Street. Nathan la suivit, marchant à ses côtés en silence jusqu'à ce qu'elle parle. « Tu es trempé. » « Je lisais sur toi, » dit-il, puis se corrigea. « J'essayais de... Tu ne trouveras pas grand-chose. » « Pourquoi? » Elle haussa les épaules. « J'ai quitté le circuit à 15 ans. Ma mère est tombée malade. Les hôpitaux ne se peignent pas tout seuls. » « Alors tu as juste arrêté? » « Si j'avais continué à voyager pour des tournois, ma petite sœur aurait fini en foyer. Ce n'était pas un choix difficile. » Elle le dit comme si elle expliquait les horaires de bus. Ils atteignirent une porte étroite marquée « Trinity Housing ». Emily tapa un code. « Je coach dans un centre communautaire le samedi. Si tu veux une revanche, viens là-bas, pas au club. » La porte se referma avec un clic. Nathan resta seul, son imperméable collé aux épaules, se sentant plus petit qu'il ne l'avait été depuis l'enfance. Le lendemain matin, il reporta 2 réunions avec des investisseurs et se rendit au bureau de Trinity Housing. Une assistante sociale confirma qu'Emily y faisait du bénévolat 2 fois par semaine, enseignant gratuitement aux enfants. Nathan offrit un don important, ce qui lui valut des remerciements polis, mais aucune information personnelle. En partant, il remarqua un panneau d'affichage avec un flyer. Échec jeunesse samedi, coach Emily, avec l'adresse d'une vieille salle de loisirs à Chelsea, un quartier que son chauffeur traversait généralement à toute vitesse. Le samedi arriva avec un soleil d'octobre éclatant. Nathan gara sa Tesla près d'un terrain de basket fissuré et porta son jeu de tournoi à l'intérieur. Le gymnase sentait la poussière de craie et la cire pour sol. Des tables pliantes bordaient un mur, chacune avec un échiquier abîmé et des pièces en plastique. Des enfants de 7 à 13 ans s'agitaient sur leurs sièges pendant qu'Emily démontrait une tactique sur un tableau blanc. Ses yeux s'illuminèrent quand la plus petite fille résolut l'énigme avant tout le monde. Emily applaudit, sincère, et la salle rayonna avec elle. Nathan attendit la fin de la session. Les enfants se dispersèrent en tourbillons bruyants, les parents remercièrent Emily, et peu à peu, ils restèrent seuls. Elle essuya le tableau. « Tu es venu. Tu m'as battu 1 fois et fait nul 2 fois, dit-il. J'ai besoin de données de parties pour étudier ton style. » Il déplia son échiquier en bois. Meilleur des 5. Ils jouèrent jusqu'à ce que le gardien baisse les lumières. Emily gagna 2 parties, Nathan en gagna 2 avec une nulle. Plus important que le score étaient les silences entre les coups, les regards rapides quand ils attrapaient la même pièce, la manière dont elle riait quand il tentait une poussée de pion absurde juste pour voir sa réaction. À 21 heures, le gardien ferma. Nathan proposa de la raccompagner chez elle. Elle refusa, mais le laissa marcher avec elle jusqu'à l'arrêt de bus. En attendant, une rafale de vent tira sur le col de sa veste.
Nathan retira son pardessus en laine et le posa sur ses épaules. Pendant un instant, elle sembla sur le point de le lui rendre, mais elle le serra contre elle. « Tu vas geler, » dit-elle. « Je survivrai, » répondit-il, hésitant. « Pourquoi Chelsea? Tu pourrais coacher n'importe où. » Les enfants ici n'ont pas beaucoup d'opportunités gratuites. Quelqu'un m'en a donné une autre fois. Irantis. Son bus arriva. Elle glissa hors du manteau, le plia et le lui rendit avant de monter. Les portes sifflèrent en se fermant. Par la fenêtre, elle lui fit un petit signe, puis disparut dans la nuit. Nathan ne dormit pas. Il rejoua chaque conversation, chaque geste. Il se rappela comment ses doigts s'attardaient sur la tour quand elle la sacrifiait, audacieuse, altruiste. Le lendemain, il appela le directeur philanthropique de son père et organisa une subvention pour rénover la salle de loisirs. Il insista pour que les fonds restent anonymes, craignant qu'Emily rejette l'aide si elle sentait la charité. Une semaine plus tard, le Black Oak organisa son invitationnel annuel. Nathan triomphait habituellement sans effort, mais ce soir-là, il perdit en demi-finale contre un grand maître laiton. Les spectateurs étaient stupéfaits. Nathan s'en fichait à peine. Pendant que les applaudissements résonnaient, il tapa un message qu'il avait réécrit 10 fois. Café, pas d'horloge, dit un vrai poste de coaching, salaire, avantages sociaux. J'ai des contacts à la Boston Youth Initiative. Septement où elle l'étudia, pesant la sincérité contre la pitié. Je ne serai le projet de personne. Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est de l'intérêt personnel. Si tu es stable, tu continueras à me battre aux échecs. Ça me motive. Un sourire effleura sa bouche. Tu penses vraiment que la flatterie marche? J'improvise. Elle réfléchit, puis écrivit un numéro sur sa serviette. Appelle cette femme. Elle dirige l'ONG. Si elle dit que le poste est légitime, on parlera. Elle se leva, jeta son gobelet et le laissa fixant un numéro de téléphone à 7 chiffres qui semblait soudain le coup le plus précieux sur l'échiquier. Ce soir-là, Nathan lança la phase 2 de son plan, la transparence. Il rencontra la directrice de l'ONG, expliqua le financement et insista pour qu'Emily soit consultée sur la conception du programme. Pas de cadeaux en coulisses, pas de ficelles cachées. 2 jours plus tard, Emily lui envoya un texto. « Tu as tenu parole. Je commence le mois prochain. Aussi, ton Gambit Banco est nul. À samedi. » Nathan éclata de rire au milieu d'une réunion du conseil, surprenant une rangée de cadres. Il réalisa qu'il se fichait de leurs sourcils levés. Toute la semaine, il rejoua le texto, surtout la partie qu'elle n'avait pas écrite, mais qu'il ressentait. La confiance. Tard vendredi, il ferma la salle d'échecs du Black Oak et fixa la table vide où il l'avait vue pour la première fois. La surface polie reflétait son visage, mais pour la première fois depuis des années, il ne savait pas s'il avait l'air victorieux ou terrifié. Il se rappela qu'elle avait dit que quelqu'un lui avait donné une chance autrefois. Il se demanda si ce quelqu'un pouvait être lui maintenant, ou si c'était elle qui lui donnait la chance de devenir une version de lui-même qu'il n'avait jamais imaginée. Il éteignit les lumières, sortit dans l'air nocturne et sentit quelque chose changer, inexorable, décisif, comme un pion atteignant la 8e rangée. Risqueriez-vous votre zone de confort si la personne qui vous défie le plus pouvait aussi être celle qui vous sauve? Le premier jour officiel d'Emily en tant que directrice du programme d'échecs de la Boston Youth Initiative commença dans un gymnase baigné de soleil qui sentait le vernis à bois et l'espoir. Elle arriva 1 heure en avance, disposant des échiquiers donnés et les étiquetant avec les noms des enfants. Quand Nathan entra,
Portant 2 urnes à café industriel, elle fit semblant de ne pas remarquer que sa cravate était légèrement de travers, comme s'il s'était précipité pour n'impressionner qu'elle. À 10 heures, des dizaines de nouveaux élèves étaient arrivés. Emily commença par une histoire sur un château qui sacrifie une tour pour protéger un pion solitaire. Chaque enfant se pencha en avant, captivé entre contes de fées et stratégie, et Nathan réalisa qu'il la regardait faire ce pourquoi elle était née. Les semaines suivantes passèrent comme une horloge d'échecs rapide, précise, sans secondes perdues. Les inscriptions triplèrent et les chaînes de télévision locales diffusèrent un reportage sur le programme. Un après-midi, un journaliste demanda à Emily si elle retournerait un jour à la compétition. Elle éluda avec un rire devant la caméra, mais Nathan vit une lueur d'ambition qu'elle avait appris à cacher. Ce soir-là, il envoya un courriel au comité de l'Open du Massachusetts, payant discrètement ses frais d'inscription et laissant la confirmation dans sa boîte de réception professionnelle. Elle se présenta à son bureau le lendemain matin avec le reçu imprimé. « Tu n'avais pas le droit. »« J'ai tous les droits de croire en toi, » dit-il. « Refuse si tu veux, mais ne me dis pas que l'échiquier ne te manque pas. » Emily fixa la fenêtre derrière lui, le port de Boston scintillant sous la lumière hivernale. « Je n'ai pas le temps de m'entraîner. » Tu dis ça comme si je n'allais pas réorganiser toute ma vie pour m'assurer que tu le fasses. Il lui tendit un carnet à spirale intitulé « Projet fin de partie ». À l'intérieur, 1 mois de programme d'études, de partenaires d'entraînement et de créneaux qu'il avait libérés dans son propre agenda. Elle le feuilleta, les pages tremblantes, et trouva sa note finale. « Si tu gagnes, je n'en reparlerai plus jamais. Si tu perds, je serai toujours au premier rang. » Emily releva le défi, mais posa une condition. Nathan devait aussi participer, côte à côte, élève et élève, plutôt que coach et prodige. Il accepta avant que le doute ne surgisse. Ils s'entraînèrent à l'aube dans les cafés de Harvard Square et à minuit sur des bancs de parc où leur souffle flottait comme des fantômes entre les phrases. Parfois, il la battait. Plus souvent, elle le détruisait. Mais chaque partie les laissait riant des erreurs et s'émerveillant des risques de l'autre. Le jour du tournoi arriva dans une salle de bal d'hôtel reconvertie, remplie du cliquetis des horloges et du bruissement des pièces. L'adversaire de Nathan au premier tour abandonna rapidement. La partie d'Emily attira une petite foule, son style tranchant comme du verre. En demi-finale, il jouait sur des échiquiers adjacents. Nathan dépassa ses meilleurs scores, mais tomba face à un maître international au sang-froid. En reculant, il réalisa que toute déception avait disparu dès qu'il vit Emily mener sa partie dans le type de fin de partie qui le tenait autrefois éveillé la nuit. En 43 coups, son adversaire renversa son roi et lui serra la main. Les flashs crépitèrent. La poitrine de Nathan se serra, non d'envie, mais d'une fierté si intense qu'elle ressemblait à un sentiment d'appartenance. Ce soir-là, au banquet des prix, elle tenait le trophée de cristal de championne d'État pendant que les donateurs se mêlaient autour de plateaux de fromages importés. Elle croisa le regard de Nathan à travers la salle. Dans ses yeux, il lut la vérité. Les trophées, c'était bien, mais ce n'était pas l'essentiel. Elle traversa la salle, ignora la main tendue du gouverneur et murmura à Nathan « J'ai passé des années à penser que le sacrifice signifiait se rétrécir. Tu m'as montré que ça peut aussi signifier grandir. » Il répondit en glissant ses doigts dans la sienne. Aussi naturellement qu'une tour glissant sur une file ouverte, et lui demanda si elle voulait partir tôt pour une promenade au bord de la rivière. Ils flânèrent le long de la Charles, sous des guirlandes de lumière sphériques restées d'un festival d'automne. Nathan avoua qu'il ne s'était jamais autant soucié de la victoire que les gens le pensaient. Il était juste doué pour ça. Emily confessa qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer une vie à la fois brillante et sûre. Quand le vent se leva sur l'eau, elle posa sa tête contre son épaule.
et il réalisa que c'était la première fois qu'elle se reposait au lieu de porter le poids de quelqu'un d'autre. Il lui dit qu'il l'aimait, pas avec empressement, pas comme un gambit, mais comme une fin de partie qui durerait aussi longtemps qu'ils voudraient continuer à jouer ensemble. Elle répondit par un « oui », discret, si doux qu'il le ressentit plus qu'il ne l'entendit, et le jeu de leur vie atteignit enfin l'équilibre. Maintenant, à vous de jouer. Cette histoire a-t-elle mis votre cœur en échec et mat? Ou avez-vous vu le coup de théâtre venir dès la première poussée de pion? Si vous l'avez aimé, tapez 100 dans les commentaires pour nous le faire savoir. Dites-nous de quel pays vous regardez et partagez la vidéo pour que plus de gens puissent découvrir comment une seule partie peut réécrire toutes les règles.